En lien, ce sont deux designers, Laurent Godard et moi-même, Sophie Larger, qui avons décidé de consacrer une partie de notre travail à la recherche. On a fait un constat, c'est que les entreprises et les artisans français savaient moins bien s'organiser que leurs voisins européens pour travailler ensemble sur des territoires de proximité. C'est pourquoi de nombreuses fabrications partent chez nos voisins européens ou ailleurs, car moins rentables économiquement. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le designer pouvait favoriser les échanges et les partages de matières, savoir-faire et compétences sur un territoire de proximité. Le contexte qu'on connaît tous, une grosse crise écologique qui nous invite à faire avec moins. Le rebut de matières issues de production sont difficiles à revaloriser à l'intérieur d'une même entreprise. La mise en commun de ce rebut, issu de plusieurs entreprises, peut devenir source de création et d'imagination pour le design. Le partage et les échanges permettra de réduire les impacts écologiques de chacun, tout en favorisant de nouvelles dynamiques économiques. Le premier territoire sur lequel nous avons travaillé est en région parisienne, entre Pantin et Montreuil, deux villes situées à l'est de Paris, en proche banlieue. Nous avons proposé notre projet à la communauté Taglo Est Ensemble, qui a accepté de nous soutenir financièrement à hauteur de 5 000 € et de faire la médiation avec les entreprises. Ils nous ont présenté l'entreprise Aigris & Billon, une PME, entreprise de transformation et façonnage de verre plat, l'atelier Caudron, marbrier d'art, l'atelier de céramique autour des formes. 3 entreprises avec des échelles et des compétences différentes, mais qui partagent un même territoire. Le travail a commencé par un temps d'observation, de prise de notes, de prélèvement d'échantillons, de photos, suivi d'une analyse fine de ces éléments. À partir donc, de nos analyses, nous avons débuté une série d'expérimentations, croisement entre les matières et les savoir-faire. Nous avons choisi ensuite 5 objets à réaliser. La table archéologie est un bel exemple de croisement, issu de la rencontre entre une chute de verre plat, une chute de marbre et du contre-collage du marbre et du verre rendu possible par une machine-outil dans l'entreprise Aigris & Billon. Nous utilisons le robot de l'atelier Caudron pour façonner le marbre. Nous décidons de supprimer la phase de polissage qui coûte cher. Le résultat esthétique dû à cette contrainte est très qualitatif. Nous avons ouvert un nouveau marché pour l'entreprise Aigris & Billon, qui n'avait jamais testé le contre-collage marbre sur verre. Nous avons fait appel à un atelier d'ébénisterie pour le piétement. L'atelier est basé à 500 mètres de l'entreprise Aigris & Billon. Ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Suite à l'exposition de la première collection en lien sur la 3e biennale émergence de Pantin, nous sommes invités à répondre à un appel à projet organisé par la chaire IDIS, le laboratoire de recherche de l'École supérieure d'art et design de Reims. Pour répondre à ce concours, nous devions trouver un partenaire sur le territoire Grand Est. Avec Sophie, nous avons choisi de contacter le Centre international d'art verrier de Meisenthal, qui, sensible à notre démarche, accepte de collaborer avec nous sur ce second opus. Nous sommes heureux d'être lauréats du concours et nous recevons un soutien financier de 10 000 € afin de développer notre projet. Le Centre d'art verrier va jouer un rôle de médiateur local, mais il va également nous faire part de ses désirs de collaboration. En particulier, il va nous mettre en relation avec le musée du sabotier du village de Souk, distant d'à peine 2 km. Il faut savoir qu'en fait, l'histoire du verre a débuté à Souk, mais que suite à des guerres, les ateliers verriers se sont déplacés dans la région. Cette vallée forestière est devenue le lieu des sabotiers, plus pauvres, moins valorisés. Le dernier sabotier du village en exercice est parti récemment à la retraite. Mais Rémi Richier, très investi, anime encore des ateliers de démonstration dans le musée. Il sera notre faiseur, un de nos partenaires privilégiés. Le musée possède 2 machines-outils toujours en état de marche. La copieuse, qui permet de dupliquer en série les sabots, et la creuseuse, qui permet d'usiner les chaussons. Une hypothèse serait de créer des moules en utilisant ces machines. Aussi, il nous semble judicieux de rencontrer une scierie. Nous sommes mis par le Centre d'art verrier en relation avec la scierie Lejeune, située à Sirstal, à 15 km de là. Alors nous débutons notre protocole de recherche. Observation, prise de notes, prélèvement, photo et analyse. Les 2 machines du musée peuvent être considérées comme des rebuts puisque sorties du cycle de production.
Nous allons les revaloriser. Le Centre international d'art verrier possède une collection d'anciens moules. Ils ont été scannés, répertoriés dans une moulothèque accessible à tous. Nous utiliserons cette mémoire. Nous découvrons que la scierie revalorise tous les rebuts de bois. Mais après un temps de réflexion, Monsieur Lejeune, le directeur de l'usine, s'aperçoit qu'il y a une chute. La lame de scie. Elle s'abîme vite, souvent réparée. Elle doit malgré tout être régulièrement changée. Elle mesure 15 mètres de long pour 16 centimètres de large et est composée d'un acier suédois très résistant. Nous décidons de l'utiliser pour produire de nouveaux outils pour le verrier. Page 7. Ici, nous utilisons la creuseuse pour réaliser un nouveau moule qui sera utilisé par les verriers. Nous obtenons ce curieux objet. La rencontre du bois et du sabot de verre crée une pièce très sensible. L'objet n'a pas d'utilité, il n'est pas finalisé pour pouvoir être édité. Il demande un temps de recherche supplémentaire. Il restera à l'état de prototype en attendant de trouver de nouveaux budgets pour poursuivre ce travail spécifique. La méthode de travail qu'on a mis en place, c'est une méthode qui consiste en fait à passer du temps dans les entreprises, à être en observation avec un regard ouvert, assez innocent. On passe du temps à poser des questions, à observer, à regarder. Ensuite, on fait une synthèse de tout ça. Et à partir de ces différents éléments, on essaie de commencer à imaginer des croisements. Et à partir de là, ben, on se laisse emporter, en fait, comme dans un jeu de Tadavreski. Quand on a rencontré le CIAV, on a fait une recherche de partenaires possibles autour du site Verrier. Alors, ce qui est très frappant quand on arrive ici, c'est la succession de vallées. On a appris évidemment avec le temps qu'on a affaire à des histoires de famille, des histoires de bois. L'univers local est lié complètement par les ressources, par la matière, par l'air, le feu. Et nous avons passé quelques cols pour arriver à Sirstal. Nous avons rencontré la scierie Lejeune et nous espérions ramasser du bois, peut-être du bois issu de l'histoire locale, mitraillé, peut-être, enfin voilà, trouver des rebuts. Et nous n'avons trouvé aucune chute puisque la scierie est parfaite et donc recycle complètement toute la matière qui est chez elle. Mais voilà, sauf une lame de scie. Voilà. On a découvert, en fait, en discutant avec Monsieur Lejeune, que finalement, il y avait effectivement une chute auquel il n'avait pas pensé au départ, en fait, dans la discussion. C'était la lame de scie qui s'abîme assez rapidement. Et donc, en général, une fois par semaine, il y a une lame de scie qui doit être jetée à la poubelle, qu'elle n'est pas forcément revalorisée. Donc, on a proposé, on s'est dit, bah, tiens, récupérons et voyons ce qu'on peut faire avec cette lame de scie. La première idée était évidemment de se dire, bah, en fait, les verriers utilisent des outils, alors pourquoi pas essayer d'imaginer des outils. Ce qui se passe, c'est que dans le projet, en fait, on tente plein d'aventures. Donc, il y a eu, on va dire, 4-5 pistes de recherche, d'expérimentation. Et l'expérimentation de l'outil lame de scie, ça fait partie d'une des expérimentations qui a abouti à plusieurs résultats tangibles. L'ensemble en fait de la production, des recherches ont été présentées dans le cadre d'une exposition, la Paris Design Week, et ça a suscité beaucoup d'intérêt.
beaucoup de retours, d'envie. Donc, on a décidé, avec le CIAV, de voir s'il n'y aurait pas une piste à développer. Et donc, on s'est orienté vers un vase. On est venu avec une immense pince, essayer de créer une empreinte dans le verre et de déformer le verre. Donc, il y a une rencontre un peu violente entre cette matière très subtile qui est le verre, le métal très agressif. Au sein de l'atelier, dès qu'on arrive avec les outils, il y a eu une appropriation étonnante. L'objet porte toute cette histoire-là. Il est assez significatif aussi de notre acceptation quelque part dans l'atelier. C'est-à-dire qu'on a une présence, voilà, on passe, on circule, on produit plein de choses ici. Après, je pense qu'aussi on travaille avec beaucoup de sérieux, mais beaucoup d'humour aussi dans le travail. Et que ça doit se ressentir aussi dans l'objet. J'essaye d'être bienveillant. C'est vrai qu'ici, les filières étaient interdépendantes. L'histoire, c'est effectivement de remettre en évidence les connexions perdues dans la façon dont on travaille. En tout cas, on essaye de faire en sorte que l'objet soit une narration, enfin, soit un vecteur de l'histoire d'un lieu, de l'histoire d'un territoire et de l'histoire de ses rencontres. Voilà. Évidemment, on espère un médiateur aussi. Oui. C'est l'occasion de recréer de la rencontre, de recréer du temps entre les gens. Voilà, tu fermes, tu peux retourner. Voilà, on est tout bon. On peut replonger dans la suite. Je pense que le film, il explique assez bien notre méthode de travail. Il est assez. Enfin, d'ailleurs, on remercie le CIAV à cette occasion. Ah oui. Parce que c'était vraiment super, quoi, une rencontre du début à la fin, qui était magique. Notre troisième territoire de travail, c'est la Bourgogne. C'est en proximité du site d'Alésia. Nous avons, en fait, en 2018, présenté notre projet au Centre de Design Arcade. Et ils ont accepté de nous accueillir en résidence et de nous présenter des partenaires. On a insisté pour que ce soit eux qui choisissent des partenaires, qui étaient des partenaires qui identifiaient bien, qui représentaient bien le territoire de la Bourgogne, ce territoire spécifique. Ils nous ont présenté 6 partenaires, donc la cartographie vous permet de repérer tous ces partenaires. Donc il y a Fabienne Creusenet, archéologue, le directeur du musée au parc Alésia, l'entreprise de plasturgie On Place, le vigneron Aurélien Fèvre, l'éleveuse Émilie Janin, le tonnelier Jérôme Foyer. Alors là, je vais vous faire passer 2 images. C'est pendant l'exposition qui est en cours en ce moment chez Arcade, qui est la restitution de l'exposition. Et on a mis sur les murs, en fait, des photos qui retracent un peu tout le travail avec le protocole dont on a parlé précédemment, qui s'applique de manière un petit peu différente, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Voilà, donc là, vous avez 2 grandes cartographies d'images posées pendant l'exposition. Donc, Arcade se situe à proximité du site d'Alésia, lieu de la bataille mythique entre Romains et Gaulois. La défaite d'Alésia va signer la fin de l'ère gauloise. Sur ce territoire, nous avons travaillé avec une diversité des acteurs et à chacun avait une singularité dans leur travail. C'était très difficile pour nous de créer des croisements de manière, je dirais, spontanée. Donc, il a fallu créer des outils de cartographie pour analyser leur travail et pouvoir dégager des éléments qui pourraient faire lien. Là, on vous montre en exemple la cartographie qu'on a faite à partir d'Émilie Janin. Donc, il y a plusieurs entrées dans cette carte. Il y en a 5. Et ces 5 entrées, elles vont nous permettre de dégager des éléments qui font sens chez chacun de nos partenaires. Nous allons, certaines connexions en fait, dans le projet ne vont pas être possibles. Notamment, Émilie et Aurélien travaillent en respect avec leur environnement. Ils ont banni l'usage du plastique. Nous allons donc réaliser 2 projets. Une serviette d'instruction qui relie Émilie et Aurélien, qui habitent à 500 mètres l'un de l'autre, et un plateau qui va relier l'entreprise On Place, le musée au parc d'Alésia et Fabienne, archéologue.
Alors, entre autres outils qu'on a mis au point avec Sophie, on est revenu sur des outils qui appartiennent à la base au monde plutôt de l'archéologie. L'occasion de travailler avec Fabienne Crosnet est aussi une occasion de réintégrer une dimension conceptuelle qui s'appelle les chaînes opératoires, qui permettent de retracer le parcours d'un objet. Donc là, on vous montre une chaîne opératoire du processus de travail avec Émilie Janin et Aurélien Fèvre. Cependant, on a oublié une personne dans le process, qui est Jérôme Foilly. Alors, Jérôme Foilly est tonnelier. Il est installé beaucoup plus loin. Il est proche de Beaune, à la Doigt-Sérigny. Et donc, on ne l'a pas intégré dans le projet du fait de la distance. Cependant, il se trouve qu'il est directement instigateur de la mise en lien entre Émilie et Aurélien, puisque au sein de son entreprise, il recycle la totalité des éléments qu'il met en œuvre. Même les mérins dans lesquels il conçoit les tonneaux sont issus de mérins de réemploi. Il rachète des mérins censés pas être utilisables. Lui, par des techniques qu'il a mis au point, arrive à les utiliser pour constituer les tonneaux. Pendant la production du tonneau, il y a une phase qui est assez intéressante, qui est la chauffe du tonneau. Ça permet de cintrer le tonneau, on le met en forme. Mais au-delà, le fait de chauffer donne une propriété aromatique au tonneau. C'est-à-dire qu'en fonction de la quantité du temps de chauffe, on va obtenir un arôme qui va accompagner aussi le vin. C'est-à-dire que quand on a ces fameux vins qui ont le goût de chêne, voilà, eh bien ces arômes peuvent aller du goût de vanille à la tartine grillée. Voilà, ça fait partie des paramètres d'aromatisation du vin, en tout cas dans la production mondiale de vin. Donc, mais ce qui nous a intéressé là, ce qui est très particulier, c'est que, en fait, il y a des fumées. Et comme il recyclait tout, on s'est peut-être dit que finalement, la fumée pouvait être l'arôme, les saveurs, quelque chose qui est brumeux, pouvait devenir une source de création pour nous. Et on l'a transformé, en fait, donc dans le process, on l'a transformé en recette de cuisine. Voilà. Nous avons changé l'échelle et on a créé une recette de fumage de la viande d'Émilie Janin avec les sarments de vigne d'Aurélien Fèvre. Donc Aurélien Fèvre, il avait comme chute ces fameux petits morceaux de vigne et qu'on a laissé sécher. Comme c'est une vigne bio, on peut tout à fait utiliser les fumées. On a créé des temps de cuisson, des temps d'aromatisation avec la fumée. Et finalement, on a aussi cherché des modes de diffusion du processus. Donc, on a d'abord créé des étiquettes qui seraient devenues à leur tour des rebuts. Donc, on a voulu rendre pérenne cette démarche. Afin de transmettre cette recette, nous avons imprimé une serviette qui est nouée autour d'une bouteille d'Aurélien avec un sarment de vigne. L'usager est invité à suivre le mode d'emploi pour créer son kit de fumage. La carte, elle, indique le chemin à traverser pour acheter la viande d'Émilie. Pour le deuxième projet, il se réalise en immersion au sein de l'entreprise Unplast. L'entreprise nous réserve un bel accueil et nous permet de faire un certain nombre d'explorations en utilisant ces machines. Quelles sont les chutes de l'entreprise Unplast? Quand on change une couleur ou de nature de plastique, on doit vider la machine d'injection. Ce rebut de plastique s'appelle une purge. Il peut être revalorisé en granulés pour créer un plastique un peu moins performant, à condition que la nature de plastique reste la même. Nous décidons de nous concentrer sur l'utilisation de purges non revalorisables. En fait, au sein des entreprises, il faut imaginer que cette entreprise sont des grandes machines de plusieurs tonnes et donc on injecte de la matière plastique chaude dans des moules. Les moules produisent des objets ou des composantes d'objets. Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire au sein d'Unplast, c'est qu'on va s'intéresser à la vidange du plastique. C'est-à-dire, à un moment, il y a la tête d'injection et on vient vider, c'est-à-dire quand on veut changer de couleur, par exemple, ou de matériau, de type de plastique, on va vider la machine. Et ça, c'est une chute.
C'est-à-dire qu'elle peut être recyclée si on est dans la même couleur ou dans la même matière ou dans le même matériau, mais les entreprises de plasturgie utilisent plein de plastiques différents, ce qui fait qu'on a vraiment des fois des mixités de matières qui ne peuvent pas être recyclées. Donc c'est une vraie chute, c'est un vrai débris, et donc on va s'intéresser à ces rebuts de plastique qui s'appellent une purge. Donc pour progresser, on a essayé plein d'expérimentations, on a fait des empreintes dedans, on a utilisé des protocoles toujours extrêmement basiques. Mais il y a un moment, l'ancien propriétaire de l'entreprise, qui travaille toujours dans la boîte, il nous a dit vous devriez utiliser un moule à gaufres. Donc, il faut imaginer, on est en sortie de purge avec des outils, on récupère la matière plastique, et on l'a pris très au premier degré, et on a utilisé des moules à gaufres. Et pour en fait faire participer le territoire, on a demandé au sein d'Arcade, donc du réseau des gens de Arcade, de récupérer, on a fait un appel à participation pour nous prêter des moules à gaufres. Ce qui fait qu'au sein de l'entreprise, on a fait cette installation que vous voyez à l'écran et qui donc permet aux personnes qui travaillent dans l'entreprise de créer un temps de disjonction dans leur travail en venant, quand ils vident la machine, utiliser un de nos moules à gaufres pour réaliser des gaufres. Ce qui donne des résultats plutôt marrants. Donc en fait, vous avez là une collection de gaufres, toutes réalisées à partir de purge. Donc, faut imaginer donc cette machine qui vient se vider sur le gaufrier. La personne qui travaille dans l'entreprise, qui d'un seul coup n'appuie plus sur un bouton, mais est réimpliquée dans une nouvelle chaîne de production. Voilà. Donc là, là, on vous montre un autre moule qu'on a réalisé, c'est-à-dire qu'à partir du moule à gaufres qui était prêté, on a imaginé un nouvel outil et donc on a créé un autre moule et à partir de motifs. Donc là, c'est toute la question des motifs, elle a été traitée et travaillée avec Fabienne. Alors, voilà, donc en fait, si vous voulez, donc, dans ce projet, il y a, là je vais vous montrer la chaîne opératoire du projet, également cette représentation qui permet de comprendre comment on est passé d'observation dans l'entreprise et puis comment on est venu modifier les chaînes opératoires habituelles pour produire des choses qui peuvent paraître un petit peu décalées et drôles. Et ça, c'est des manières de travailler, c'est-à-dire que pour nous, c'est quelque chose de fondamental et d'intéressant. On n'est pas là pour faire quelque chose d'anecdotique, bien au contraire. Par l'humour, on va déplacer les choses avec une certaine légèreté. Mais en fait, on va quand même modifier des choses assez importantes, c'est-à-dire que tout d'un coup, on modifie ces chaînes industrielles qui sont plutôt lourdes et surtout dans des entreprises comme des entreprises de plasturgie, avec des machines qui sont assez obscures et qui finalement sont un peu des boîtes noires, si vous voulez. Donc, le rapport à la main est un peu perdu dans ce travail. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va bousculer finalement les habitudes dans cette entreprise. On va redonner des temps de plaisir à l'intérieur de l'entreprise. Nos objets, c'est un peu comme des récréations, si vous voulez, des discussions, des temps d'écoute et de rassemblement. Je vous montre également ce projet, donc le plateau, puisqu'il y a eu le moule à gaufres, mais que vous avez vu précédemment, et aussi ce plateau qui a été posé en bas sous la machine, et vous voyez sur l'image en dessous que la purge tombe et par gravité sur ce plateau, et que le motif qui est sur ce plateau va créer une empreinte sur notre pièce. Le motif est encore travaillé avec Fabienne. Donc le projet de ce plateau, en fait, on s'est intéressé au fait que dans les musées, donc par rapport à notre rencontre avec le Muséoparc, c'est que dans les musées, ils vendent des produits dérivés et ces produits sont en presque totalité produits en Chine. Le plateau, c'était une façon de dire comment faire un objet qui pourrait être vendu au Muséoparc et qui soit fabriqué made in Alésia et qui raconte également en fait le patrimoine du territoire. Alors, les Gaulois avaient une très grande maîtrise du dessin de motifs. Cette maîtrise, que tu le disais, avec l'arrivée des Romains, elle sera redécouverte beaucoup plus tard. Il y a donc une époque qui s'appelle le style plastique, vous avez une référence sur le côté. Donc, on s'en est servi parce qu'on a trouvé ça très drôle d'utiliser ce mot plastique alors qu'on était dans une entreprise de plasturgie. Donc, notre plateau style plastique. Et donc, en référence au nom donné à cette période esthétique gauloise qui est riche et complexe,
c'est une rencontre amusante et plutôt sensible. L'objet, comme vous l'avez vu précédemment sur le vase en lien, c'est encore un objet médiateur. C'est un objet médiateur, mais c'est aussi un objet qui est une façon de donner à voir d'autres manières de travailler et de donner envie aux designers, aux entreprises, de s'engager différemment dans la production des objets. Le projet en lien, c'est avant tout un projet pédagogique, et là on revient à aussi quelque chose qui nous anime, Laurent et moi, qui est ce métier de professeur à l'École des Arts Décoratifs en design. Pour nous, dans ce projet, on déploie une façon de travailler très différente, où le temps est un facteur primordial. C'est se donner le temps de la rencontre, d'observer, d'analyser pour créer. Et ce temps, ce n'est pas une perte de temps, c'est vraiment, en fait, il nous enrichit ce temps, il nous permet réellement de travailler différemment, de nourrir nos imaginaires. Et on est persuadé et convaincu avec Laurent que c'est la seule façon de produire des objets justes et durables. Il y avait une question sur l'usage de ces plastiques moulés. Donc, moi, j'ai compris que c'était à destination des musées pour remplacer ce qui était vendu dans les musées d'Alésia, pour enlever le Made in China et proposer des choses locales qui ont du sens et qui racontent l'histoire. Mais est-ce que vous pourriez me dire si moi, j'ai bien compris ce que vous avez expliqué par la suite? Et la question de Lucille est de savoir quels étaient ces fameux produits dérivés chinois qui étaient vendus dans le musée. En fait, on s'est basé sur une étude. Donc, il y a une étude qui est… Oui. Je n'ai plus le nom exact, mais elle se trouve très facilement sur Internet. Oui, je la connais aussi. Ouais. Et donc, cette étude a montré qu'ils se sont rendus compte que la majorité, mais quand je dis la majorité, c'est au moins 90% des objets. Donc, ça va du sous-boc, des petites magnettes. Beaucoup de magnettes, ils ont énormément de magnettes, en fait, dans les musées. Les carnets, enfin, des choses qu'en fait, on peut tout à fait produire en France. Et ça, c'est un peu un hasard, c'est-à-dire que dans nos recherches, tout d'un coup, on va croiser énormément de sources d'informations et on va tirer des ficelles. L'usage du plastique, c'est parce que notre partenaire, c'est une entreprise de plastique. Donc, comme elle est inscrite sur le territoire, pour nous, c'est vrai que ça a été une vraie difficulté parce que, comme je l'ai un peu expliqué au démarrage, on avait des partenaires très différents. Émilie Jeannant et Aurélien Fèvre, on n'arrivait pas à savoir comment on allait pouvoir les faire travailler avec l'entreprise de plastique. On a tenté des choses, et comme on tente des choses, parfois il y a des choses qui ne peuvent pas se déployer. Parfois, elles ne peuvent pas se déployer parce que les partenaires n'en ont pas le désir. Donc, en fait, on s'est déplacé, c'est-à-dire qu'on a vu que des pistes qu'on aurait pu… Je pense qu'il y avait des choses à faire. Et là, sur ce sujet, Laurent, il pourra en parler mieux que moi, c'est que le plastique n'est pas forcément un mauvais matériau à rejeter en bloc. Donc, je te laisserai en discuter après. Il est à rejeter dans un usage éphémère, en fait. Oui, alors c'est un point de vue qui m'appartient, hein, mais je pense en réalité qu'il n'y a pas de chasse à faire aux mauvais matériaux. La question, elle est véritablement de les utiliser au bon endroit, quoi. Voilà. Donc, comme le disait Sophie, effectivement, si vous utilisez de la vaisselle jetable, c'est catastrophique. Les sacs en plastique, c'est catastrophique. Il ne s'agit pas, voilà, il y a une pollution des océans, il y a, voilà, tout ça, ou même nos vêtements en plastique recyclé, PET, tout ça, c'est pas terrible en fait, parce que ça crée des nanoparticules qui vont dans les eaux de lessive, qui vont elles-mêmes en mer. Enfin, bref, on pourra remonter, on peut se dire créer un interdit autour du plastique. Mais en l'occurrence, ce que je trouvais intéressant là, par rapport à la chaîne qu'on mettait en place, c'était qu'effectivement, en travaillant avec une archéologue sur la genèse, on va dire, des créatifs, des Gaulois, collés au Muséoparc d'Alésia, qui a des problématiques et qui vendent des produits dérivés qui ne sont pas forcément locaux, eh bien, en fait, on a une entreprise à 15 km de là, avec lequel on a créé un protocole de travail qui génère des objets. Alors, les objets qui génèrent sont des objets qui sont de même nature. C'est effectivement, ça va être des magnettes, ça va être des choses qui sont peut-être indirectement inutiles, si vous voulez. Mais elle relie complètement, enfin, ce qu'on a produit relie, si vous voulez, symboliquement l'histoire et le local. Et ça, c'est une véritable force, si vous voulez, de l'objet et du produit, en fait,
de notre travail là-bas. Donc, on espère. Il y a plein d'autres questions. Il y a beaucoup de Si questions. on me lance, On va replonger, hein. De toute façon, ça se recoupe. Je vous retrouverai l'étude. À la question, on va dire. On va tout de suite le savoir. L'étude, on va comparer votre source et la mienne, on va la renvoyer ici. Oui, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Voilà, mais je l'ai vu passer aussi, et le Magnette, c'est l'objet le plus vendu parce qu'il fait le plus de marge. Et effectivement, la marge est d'autant plus grande qu'il est fait, il est acheté en quantité et produit en quantité en général en Asie. Donc, mais évidemment, le Magnette, c'est aussi dans le panier moyen ce qu'il y a de moins cher. Donc, les gens achètent aussi en premier des Magnettes. Donc, c'est bon à savoir. Mais on est capable d'en faire en France. Oui, et surtout, là, d'un seul coup, c'est d'avoir un Magnette qui est un Magnette créatif. C'est pas un Magnette qui est une reproduction de quelque chose qui existe. Donc, je vois qu'il y a une question qui est comment le motif a été créé avec Fabienne Creusenet. Donc, en fait, c'est de l'échange, encore une fois. C'est le style plastique. En fait, on a été rechercher dans le style plastique des morceaux en fait de motifs existants qu'on est venu réassembler et on lui a présenté toute une palette de motifs produits donc par nos soins. Ils sont archi faux, c'est des vrais faux. Et elle nous a dit ça pourrait être du style plastique, effectivement. Donc en réalité, on a réussi, si vous voulez, à créer à placer un curseur à un endroit où il y a une entreprise qui peut produire localement, une entité qui va le distribuer et un motif qui appartient quelque part à la mémoire collective des lieux. Voilà. Ça le rend juste en fait. Ouais. Et ce qu'on peut dire, c'est que justement, parce qu'il y a des questions sur comment les objets naissent, mais par exemple dans les expérimentations, il y a un premier plateau qui était sorti, qu'on avait fait. Et en fait, Fabienne, quand on lui a montré, elle a dit « mais c'est presque un objet que j'aurais pu découvrir. J'ai l'impression de retrouver une sorte de fouille. » Et ça nous a vachement intéressés parce que, et donc dans l'exposition Arcade, on lui a demandé d'écrire un texte comme si elle avait découvert l'objet. Et voilà. Et donc, c'était assez drôle de se dire « mais finalement, qu'est-ce que c'est l'archéologie ?» Donc, Fabienne, elle nous en a donné, elle est céramologue après. Enfin, dans sa spécificité. Elle adore le projet, elle est hyper intéressée par ces rencontres. Et elle nous disait, à juste titre, en fait, pour elle, être archéologue, c'est faire le lien entre les époques, entre le passé, le présent et le futur. Et avec notre projet en lien, on aimait aussi, enfin, c'est quelque chose qui nous était aussi très proche. Et donc, ensemble, cette rencontre, ça a été de souvent se voir, de souvent lui présenter les résultats, de la solliciter sur des références, parce que parfois, on n'a pas toujours les bonnes références. Elle, c'est quand même une experte scientifique, donc elle peut nous aider à trouver les bonnes références. Et pour nous, c'est vrai que dans ce projet, la dernière édition, c'était, je dirais, génial en fait de pouvoir le faire avec elle et d'avoir ce temps d'écoute qui rapporte autre chose, je trouve, une autre dimension au projet. Sur la question de l'économie, puisqu'il y a des questions comme ça sur la question des économies et des galeries, justement, le projet avec l'entreprise OnPlace permet d'arriver à une économie de projet relativement faible et à des produits qui seront vendus en plus grande quantité, on l'espère. Donc, on a rendez-vous très prochainement, fin novembre, si on peut y aller. Si on peut s'y rendre. Avec, en fait, au Muséoparc, avec l'entreprise OnPlace, parce que tous les deux sont très envie de développer le projet. Étonnamment, on peut dire, on vous a montré Petit Moulin à Oeufs qui donnait un médaillon. En fait, on a produit ça et ça marchait pas très bien. Il y a un problème d'échelle, il y a un petit problème. Mais on avait poursuivi cette piste du plateau qu'on n'avait pas pu vraiment déployer. Finalement, on a repris des temps dans l'entreprise, on les a un peu obligés aussi à reprendre ce temps pour expérimenter. Et finalement, c'est ça qui donne le résultat le plus intéressant. Et on s'y attendait pas du tout parce qu'on pensait qu'il serait plutôt intéressé par une petite pièce. Et pas du tout. Vraiment, Michel du Muséoparc a dit ça m'intéresse et essayons de faire quelque chose. Et surtout, ça va être un objet qui est aussi un objet pédagogique parce qu'il va permettre de pouvoir transmettre plein de choses qu'on ne connaît pas. Et quand j'ai dit rapidement les Gaulois ont une image fausse, ils sont très sensibles à ça quand on parle avec Michel et Fabienne.
ils sont très sensibles à cette idée qu'en fait, on a eu une image vraiment très dévalorisée, en fait, de nos ancêtres. Ouais, de brut. Et qu'il y a plein d'autres choses à montrer et à déployer. Alors, c'est vrai que nous, le motif, il nous a intéressés, parce qu'on est tous les deux très sensibles à ces questions. Du décoratif, parce que le décoratif, il peut être pris dans plein de sens, et un décor peut être aussi un élément parfois mécanique, il peut être également un élément de transmission. Donc, c'est une piste qu'on a décidé d'explorer. Voilà. Après, il y a d'autres questions. C'était la table et le vase. Je peux répondre? Pourquoi la table et le vase? Alors, je cherche la table et le vase. Comment déterminez-vous la finalité de vos objets démonstrateurs? C'est une très bonne question. On va dire que comme c'est un travail de recherche, on se déplace. Alors, concernant le vase, il y a une façon très simple de répondre. Il faut juste se poser la question de qu'est-ce qui actuellement ou a toujours été produit en verre. Voilà. Et finalement, quand on est sur des objets soufflés-bouche, quand on est comme ça dans des espèces de relations et d'échelles, finalement, vous arrivez assez régulièrement à des problématiques de contenant. C'est très difficile, en fait. Mais je crois que le vase, c'est aussi un sujet. C'est aussi les anciens moules. C'est-à-dire que comme on part d'une ressource dans l'entreprise qui est assez géniale, hein. Si vous tapez Moulotech sur votre clavier, sur Internet, vous tombez directement sur cette bibliothèque. Et en fait, un hasard a fait que j'ai été invitée récemment pour présenter mon travail à l'école de Nancy, et j'ai rencontré la personne en fait qui a créé cette bibliothèque. Donc en fait, c'est à l'école de Nancy, à l'ANSA de Nancy, qu'en fait Patrick Bose, qui est professeur là-bas, a emmené ses étudiants au CIAV et a proposé comme travail de scanner tous ces moules. Et puis d'en créer une interface numérique accessible. Donc, c'est vraiment un outil magique qui permet évidemment aux designers de ne pas forcément investir dans un moule parce qu'il y a déjà beaucoup de choses sur place. Et donc, nous, on est parti de cette ressource. Et il faut savoir que ce vase, il est vendu en boutique à 40 €. C'est pas, en fait, c'est pas un vase de galerie, parce que je vois des questions posées là. C'est pas un vase de galerie comme on peut voir à Paris dans des galeries où les vases peuvent être très vite inaccessibles. C'est ça qui est génial au CIAV, c'est que les pièces qui sont vendues au CIAV, alors par contre le CIAV ne peut pas forcément vendre à l'extérieur, à part pour certaines boules de Noël, mais finalement ce vase-là, il reste tout à fait accessible. Et d'ailleurs, là ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans qu'il est en vente. Il a des ventes régulières. Donc, par rapport à la table, c'est les échelles des matériaux mis en œuvre qui nous ont amené à concevoir un plateau. C'est-à-dire, pour nous, ça a toujours été un plateau. Finalement, on a posé factuellement un petit morceau de marbre pour une chute de marbre, un morceau de verre. On s'est dit, on va travailler autour d'une table. Donc, il y a des choses qui se font aussi assez naturellement dans les processus, dans le processus créatif. C'est-à-dire qu'on suit une ligne fragile. Voilà, on ne s'est pas dit, on va répondre à un besoin en créant une table. Voilà. Alors, je vois la question d'Aline et je trouve intéressante parce que est-ce que vos interventions ont changé durablement les relations de travail, l'organisation des relations sur ce territoire? Moi, je pense qu'en fait, on arrive pour changer des choses, mais en fait, ça ne va pas se faire avec nous. Nous, on est les premiers à poser quelque chose. Mais je pense que c'est ça, en fait, modifier. Modifier, ça peut jamais se faire tout de suite. Donc, il faut réussir à déplacer. Il faut qu'à l'intérieur de l'entreprise, notamment chez OnPlace, j'ai la sensation qu'on déplace des choses qui ont un intérêt réel. Mais par contre, qu'il va falloir qu'il y ait une maturation et que tout d'un coup, il y ait une digestion de ce qu'on a produit. Et ça, aujourd'hui, il faut laisser ce temps. Et il faut accepter que nous, on a décidé dans le cadre de ce travail de ne pas avoir des résultats tout à fait tangibles. C'est-à-dire que c'est possible que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, les designers qui vont venir et qui pourront faire beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que nous, on a pu faire, parce qu'on sera venu en avance avant et on aura un peu déplacé, mais qu'il faut laisser le temps pour que tout ça soit digéré. Il y a une question qui est
aussi intéressante. Alors, sur la question, visiblement, Pauline nous questionne sur l'économie des projets. On est dans de l'autofinancement, hein, ce qui nous concerne. C'est-à-dire que… Mais de l'autofinancement voilà, aidé. C'est-à-dire qu'on est soutenu par les DRAC, par les différents… ou par par exemple, la Chéridis, on a eu 10 000 euros. La communauté d'agglomération nous a donné 5 000 euros. Évidemment, il y a des productions, donc cet argent part dans les productions. Sur le premier projet, on avait aussi demandé une petite participation aux entreprises, alors vraiment très symbolique, parce qu'on pensait que c'était important que les entreprises sachent qu'on est dans un métier aussi. Alors, c'était très léger, hein, mais en tout cas, nous, on investit notre temps. Voilà. C'est pas des projets qui génèrent de l'économie à court terme. On ne capte pas d'argent directement. Par contre, on essaye de pas en perdre. Voilà. Et puis, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est que quand on a démarré ce projet, donc en fait, l'origine, la genèse du projet, on n'a pas pu trop en parler, mais en gros, en fait, moi, je travaille à plusieurs reprises avec l'entreprise Procédé Chenel, que vous connaissez peut-être, et avec Sophie Chenel, et elle m'avait demandé de travailler sur la question des chutes. Donc, plusieurs fois, j'ai travaillé avec elle sur la question des chutes que générait son entreprise. Et à un moment, il y a 5 ans, je crois, ou un petit peu plus, je lui ai proposé plutôt que de répondre toute seule, de faire appel d'inviter d'autres créateurs, que ce soit des designers, des architectes, etc., des artistes, à travailler sur cette question. Et comme ça, peut-être de ce collectif naîtraient des… Donc, à cette époque, j'avais invité Laurent, qui avait travaillé, et qui avait fait un très beau travail de recherche. Donc, il avait vraiment mis du temps. Et ce n'était pas le cas de tous les designers. Et suite à ça, il est apparu que finalement, les chutes, c'était intéressant aussi de les déplacer, pas de les laisser à l'intérieur de l'entreprise, mais d'aller les déplacer ailleurs. Donc, d'où cette idée de métisser, de rencontres et de liens. Et j'avais envie de ça et je commençais à réfléchir. Laurent était hyper intéressé pour travailler avec moi. On avait d'autres designers intéressés, mais qui finalement ne se sentaient pas, eux, de consacrer du temps dans un premier temps, qui n'étaient pas du tout… voilà, qui décidaient qu'on mettait beaucoup de temps, mais on n'était pas rémunérés. Donc ça, c'est un truc qui nous a réunis tous les deux. On était capable de dire qu'on allait dégager ce temps-là. Et c'est Laurent qui a tout de suite pensé à Frédéric Boucher d'Est Ensemble en me disant, écoute, on devrait le rencontrer, lui en parler. Et on en a parlé et tout de suite, on a dit, nous, on a besoin que vous nous souteniez. Donc, il faut voir que autant il y a eu un temps au CIAV où en fait, on a répondu à une bourse et on a eu une bourse. Mais sinon, dans les 2 autres projets, on est allé présenter notre projet et on a dit, écoutez, voilà, nous, on va travailler comme ça. Mais par contre, on a besoin d'une petite économie. Alors, Arcade, ils sont soutenus par la DRAC. Ils ont présenté le projet à la DRAC. On a eu le droit à des financements. On est resté assez longtemps sur ce territoire. 2 ans. Donc, on a réussi à avoir, sur 3 temps, on a eu un financement qui, à la fin, nous a permis de produire des choses. Alors, voilà, c'était super. Mais je crois qu'en fait, c'est une chose qui est intéressante, c'est de voir qu'on peut aussi, sur ce genre de projet, solliciter des structures qui, finalement, sont prêtes, en fait, à nous aider pour faire ce genre de projet. Il y a un autre facteur, mais ça revient, c'est véritablement que notre posture, elle est de rééquilibrer, on va dire, les forces dans les projets. C'est-à-dire, on n'est pas des… Enfin, le designer, il est souvent un commanditaire, enfin, il répond à un besoin qui est ciblé, qui est déterminé. Nous, on essaye de créer l'environnement, on s'intéresse vraiment à l'écosystème. Notre posture de médiation, elle cherche l'équilibre en permanence et elle n'est pas, on n'est pas maître d'œuvre en fait, on n'est pas, comment dire,
on va pas imposer aux gens d'être dans une logique de production sur une base de dessin. En fait, le projet se crée et naît véritablement des ressources des uns et des autres, et chacun est concerné à chaque phase. Donc ça prend forcément du temps, et ça génère aussi des choses qui ne pourraient pas arriver autrement. C'est-à-dire, si on avait décidé de dessiner un nouveau vase, voilà, on dessinait un nouveau vase. Est-ce que c'est très intéressant à l'heure actuelle, un énième vase? Je crois pas. Donc, en fait, on s'intéresse à ces micro-liens, ces micro-petites choses qui sont très fragiles, en fait, dans nos sociétés. Il faut apprendre à re-regarder, on est convaincu de ça. Il y a une question de Sandra. Avez-vous mis en place des indicateurs court, moyen, long terme avec vos partenaires pour tenter de mesurer cet impact? Alors, en fait, en termes d'indicateurs, moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on s'est posé la question sur un autre projet. Dans notre projet de recherche, on a quelqu'un qui vient évaluer, en fait, le projet, donc qui est un petit peu extérieur au projet et qui peut nous permettre de poser une évaluation. Donc, moi, on s'était dit que ce serait intéressant de pouvoir le mettre en place. On avait voulu le faire sur cette 3e édition. Ça n'a pas été fait. C'est pas si simple que ça. C'est déjà très dur, en fait, d'embarquer. C'est-à-dire, déjà de dire aux entreprises… alors, en Bourgogne, c'est plus compliqué. Ça a été plus long d'embarquer parce qu'ils ont beaucoup moins l'habitude de travailler ensemble. C'était moins le cas, je pense, en région parisienne, en fait, où les entreprises, elles sont quand même habituées… enfin, Paris, c'est quand même une ville qui bouge beaucoup, qui nécessite de tout le temps se déplacer. Et donc, finalement, je pense qu'avec eux, on aurait pu le faire. Et on n'a pas mis en place parce que c'était le démarrage. On n'y avait pas pensé. Mais vraiment, c'est vrai que ça vaudrait le coup sur une prochaine édition V4, V5, avec grand plaisir. Là, on vient juste de finir celle-ci, donc en fait, ça a du sens d'aller plus loin. Ça a du sens aussi d'ouvrir, c'est-à-dire que le collectif n'était pas réseau. En fait, on ne voulait pas forcément le restreindre à 2 designers. On s'était dit que ce serait intéressant que ce soit plus de designers, donc qu'en lien ne devienne pas forcément… peut-être qu'à un moment, si on désirait, quelqu'un se disparaissait un peu, et puis il y avait d'autres qui arrivaient, ou peut-être, à voir. En tout cas, il y a plein de choses à penser et à faire avancer. Ce serait triste d'arrêter, en fait. Il faudrait quand même continuer à créer ces… Non, puis on est sur une logique aussi assez ouverte, c'est-à-dire qu'effectivement, les catalogues des projets, vous pouvez les trouver sur le site de Sophie. Sur le mien quand il sera terminé, j'espère un jour. Mais en tout cas, on a ouvert chaque projet. Alors, pour répondre à la fois à des questions que je vois passer en même temps, donc le temps des projets sur Est Ensemble, le premier projet, on est à peu près sur 3 à 6 mois, je crois. Ça a été assez rapide. Oui, peut-être 5 mois. 5 mois. Et après 6 mois. Ensuite, le CIAV, on est plutôt sur 1 an. Non, 6 mois. 6 mois vraiment en production. Oui, en production, mais ensuite, il y a eu un plus avec la production du vase proprement dit. Et Bourgogne, c'est 2 ans. Voilà, pour vous donner des échelles de temps. Mais, des matériaux de prédilection. En fait, on se laisse… Alors ça, c'est… On se laisse emporter. On aime bien le cadavreski. Et donc, c'était un truc qui était arrivé naturellement avec Est Ensemble, c'est-à-dire ils nous ont proposé des partenaires. Il y en a certains qu'on a rencontrés, ça ne s'est pas fait. Et puis finalement, donc, il y avait ces 3 gros partenaires avec qui on a travaillé. Et en fait, c'est eux et c'est super. Et nous, c'est aussi cette idée que on n'est pas des designers qui ont une matière de prédilection. Avec Laurent, je crois que c'est ça qu'on partage, c'est qu'en fait, on est des designers qui sont vraiment en réaction avec la rencontre et ouverts à des nouvelles rencontres. Les territoires, il y en a plein. Je trouve qu'il y a beaucoup des territoires en France qui seraient intéressants et à chacun avec des échelles différentes. Alésia, c'était très intéressant parce que c'était quand même un territoire où on s'est aperçu que c'était vraiment difficile de faire travailler les gens ensemble. Et que à la fois, c'était très drôle parce qu'ils adoraient… la rencontre était super. Ils ont vraiment aimé quand on a dialogué ensemble. Mais après, de mettre vraiment en place cette rencontre,
finalement, c'était pas dans leurs habitudes et finalement, là, ils avaient un peu moins de temps pour ça. Donc, voilà, je pense que chaque territoire a des qualités, des choses à raconter, des singularités. Et pour nous, c'est un nouvel Cadavreski, donc une nouvelle aventure, quoi. Il n'y a pas véritablement de mauvais sujet, quoi, en réalité. Donc, il n'y a pas de limite, non? Pas de limite, voilà. C'est ça qui est beau. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on se crée des règles du jeu et on y va, quoi. Voilà. Donc c'est très agréable, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de friction, hein, mais c'est assez étonnant. Même entre nous, parfois, il y en a. Ce ne serait pas drôle si c'était trop facile. Hein. Voilà. Écoutez, je vois l'heure qui tourne. Normalement, on se quitte vers midi. Évidemment, on peut garder un peu plus de temps pour vos questions, surtout s'il y en a. Merci, Pauline, pour ce très gentil message. Ouais. Si vous n'avez pas plus de questions, écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous propose que ça a été une séance vraiment très riche. Enfin, j'espère m'exprimer au nom de tous et au regard des réactions, je pense que vous avez un public non seulement conquis ou illicile, mais très intéressé. Merci Sandra. N'hésitez pas à me faire savoir sur les réseaux sociaux, sur le compte de Sophie, de Laurent, compte Insta ou LinkedIn quand ils existent, sur le compte de la French Craft, ce que vous avez pensé de cette rencontre.